t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Bonjour et bienvenue dans Bruxelles Je t'aime, l'émission hebdomadaire qui décortique tout ce que vous allez adorer ou détester de la politique européenne. Je suis Maya Delabaume, merci de nous avoir rejoints. Alors au programme cette semaine, depuis son arrivée au pouvoir, le président américain Donald Trump s'en prend à tous ceux qui s'opposent à lui. Les divisions se sont encore aggravées depuis l'assassinat de l'activiste de droite Charlie Kirk qui a été inhumé le week-end dernier. Pendant ce temps, ici en Europe, le débat public devient lui aussi plus agressif avec une montée des extrêmes politiques et un affaiblissement du centre. L'Europe est-elle confrontée à une polarisation similaire et qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Et la politique climatique de l'UE a heurté un obstacle majeur. Les ministres de l'Environnement n'ont pas réussi à trouver un accord sur les objectifs climatiques de 2035 et 2040, préférant reporter la décision à de futures négociations. Les objectifs climatiques de l'ONU risquent eux aussi de ne pas être atteints, ce qui pourrait amener l'UE à se présenter les mains vides lors de la prochaine COP au Brésil. Avec tant d'enjeux pour la réputation de l'UE et pour la planète, faut-il conclure que la neutralité climatique d'ici 2050 n'est qu'une chimère ? Alors pour explorer et discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Pierre-Romain Thionnet, eurodéputé pour le groupe des Patriotes. Bonjour. Bonjour Pierre-Romain. Bonjour. Georg Rikeles du think tank European Policy Center. Bonjour Georg. Merci, bonjour. Et Mounir Satouri, eurodéputé du groupe des Verts. Bonjour Mounir. Alors avant de vous donner à tous les trois la parole, il y a un phénomène qui ne vous a sûrement pas échappé, c'est la polarisation du débat public. Alors pourquoi ? Quelle est la situation en Europe ? On fait le point, on regarde. Le paysage politique européen est en pleine mutation et la fin de ce processus ne semble pas être proche. Au cours de la dernière décennie, de nouveaux partis populistes, tant à gauche qu'à droite, ont gagné en importance à travers le continent. Les mouvements populistes se présentent comme la voix du peuple, contre les élites égoïstes, basant leur politique sur la ligne « c'est nous contre eux ». C'est la démocratie en noir et blanc qui rejette constamment la responsabilité de tout ce qui ne va pas dans la société sur les autres. Cela a créé de nouvelles tensions sociales et politiques, exacerbant la polarisation, sapant les normes démocratiques et adoptant un discours politique agressif qui cherche à éliminer les différentes visions du monde. Quelle sera l'issue ? L'Europe succombe-t-elle aux guerres culturelles et à la violence politique comme les États-Unis ? Alors avant de se tourner vers nos deux eurodéputés, Georg, je me tourne vers vous. Pourquoi une telle polarisation ? Et surtout l'accentuation des inégalités, le rôle des réseaux sociaux, ou est-ce que c'est une forme de nostalgie du passé qui fait qu'aujourd'hui, on est dans cette polarisation aussi en Europe ? Je pense que tout ce que vous venez de mentionner y contribue. Et quand on parle de polarisation, moi je commençais par dire que, à mon sens, ça fait partie de nos défis existentiels. Moi, je suis moins inquiet sur la capacité de l'Europe de produire de l'acier, produire des tanks, produire des avions de chasse ou des drones, que je suis inquiet par la capacité de notre démocratie à produire le consensus et à créer la possibilité du vivre ensemble et d'une décision ensemble. Alors, il faut se poser la question. Certes, la situation n'est pas aussi grave qu'aux États-Unis. Je pense qu'on voit aux États-Unis ce que moi je caractériserais d'une forme de montée du fascisme aux États-Unis. On n'en est pas encore là en Europe, mais il faut faire très attention. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se poser la question de qui sont les acteurs de cette polarisation, qui en bénéficient et pourquoi ils le font. Et je pense que là aussi, c'est une question complexe, mais je pense qu'il faut regarder à la fois vers l'Est, il faut regarder vers l'Ouest. Je pense qu'il y a des acteurs comme Poutine et comme Musk qui ont un agenda commun, qu'il s'agit de rendre progressivement l'exercice de la démocratie libérale impossible, en créant un espace public où tout est possible et rien n'est vrai. Donc voilà, une situation très grave qui, je pense, devrait conduire aujourd'hui à aussi plus de responsabilité des acteurs politiques qui sont les principaux Pierre-Romain, acteurs vous êtes d'accord avec justement ce diagnostic-là, cette polarisation vous inquiète ?
Alors, je partage la première partie du diagnostic. Parce que quand on entend le mot fascisme, j'imagine que ça ne vous plaît pas à ce point-là. Évidemment non. Et je rejoindrai la première partie de l'analyse, qui est de dire qu'en effet, en Europe, nous ne sommes pas dans la même situation que les États-Unis, et heureusement, j'ai envie de dire également, mais aussi leur système politique et bipartisan renforce ce côté aussi guerre de tranchées entre un camp à droite, à gauche, avec de chaque côté aussi des sphères qui peuvent se radicaliser. Et on l'a vu notamment avec l'assassinat de Charlie Kirk, assassiné par un militant antifasciste américain. Donc voilà, il y a aussi une plus grande désinhibition dans l'utilisation de la violence politique aux États-Unis. Et Dieu merci, on en est davantage protégé en Europe. Ensuite, sur le cas européen, là où je ne serais pas d'accord, c'est sur en effet les acteurs de cette polarisation. Alors, vous avez évoqué des ingérences extérieures qui existent, bien sûr, mais je pense qu'elles viennent par-dessus. Elles ne créent pas cette polarisation et ce débat d'idées au sein des sociétés européennes. Il précède cette utilisation aussi, à la fois par Musk ou par la Russie, comme vous pouvez le dire, mais il pourrait aussi également avoir la Chine ou d'autres acteurs. En revanche, il y a une polarisation, en effet, mais qui est également utilisée, instrumentalisée et créée par plutôt le bloc central, celui que vous appelez peut-être celui du consensus démocratique, mais qui utilise cette diabolisation de ses adversaires politiques pour les rejeter aux marges, qui utilise cette fascisation aussi de l'adversaire pour éviter aussi de répondre à des questions qui sont soulevées par les peuples européens depuis des années. Il y a la question de l'immigration notamment. Donc, bien sûr, ces questions-là, elles sont soulevées par des partis politiques, des forces politiques, dont celle à laquelle j'appartiens en France, qui ne sont pas soulevées par d'autres forces politiques. Et donc, on apporte cette réponse-là. D'autres ne l'apportent pas. C'est le débat démocratique. On peut débattre du fond, politique migratoire. Mais ce fait de rejeter des adversaires politiques, des forces contestatrices qui proposent une alternative en Europe aux marges ou à la diabolisation, je pense que ça, c'est très dangereux pour notre débat démocratique. Mounir, est-ce que vous pouvez réagir justement à ces propos-là de Pierre Romain ? Ouais. C'est des propos policiers, mais que je ne partage pas. En tout cas, je ne le vis pas comme ça. D'abord, vous pointiez Elon Musk, c'était votre candidat l'année dernière pour le prix Sakharov. Je rappelle que le prix Sakharov, c'est le prix pour les défenseurs des droits humains. Votre groupe a souhaité en faire l'année dernière le candidat pour remporter ce prix. Donc, il y a une proximité idéologique évidente entre vous, entre les extrêmes droites européennes et ce qui se passe aux États-Unis. Moi, ma conviction, c'est que d'abord, ce n'est pas le débat qui est polarisé, c'est le champ politique qui l'est. Et la démocratie, son problème, c'est pas qu'elle n'arrive plus à produire du consensus, c'est que la démocratie est attaquée comme elle ne l'a jamais été. Et donc, il y a une internationale réactionnaire où le vaisseau amiral est aux États-Unis, avec ce que je pourrais appeler les chevaliers de l'apocalypse, qui sont les milliardaires de la tech, qui veulent changer le rapport au monde, qui veulent changer les relations internationales. On avait construit un certain nombre de mécanismes depuis la Deuxième Guerre mondiale pour que le plus jamais ça, pour une manière de résoudre les conflits de manière non violente, de manière consensuelle. On avait mis le multilatéralisme et le droit international au cœur des rapports dans le monde. Tout cela est détesté par cette internationale réactionnaire. Et donc aujourd'hui, et Trump en est un exemple extraordinaire, c'est l'intérêt personnel des États-Unis direct, c'est de l'idéologie à tous les étages. Et d'ailleurs, moi, ça me fait rire quand les extrêmes droites s'adressent à la gauche ou au centrisme dans l'idéologie. Aujourd'hui, il y a une véritable idéologie construite qui déteste la démocratie et qui veut la détruire, et avec des allers-retours idéologiques et des connivences entre l'Union européenne et ce qui se passe aux États-Unis. Elle vient d'où cette polarisation, selon vous, justement ? C'est quoi l'origine réelle ? Mais l'Empire contre-attaque. L'Empire contre-attaque. C'est-à-dire les réactionnaires et les extrêmes droites veulent en finir avec la démocratie, veulent en finir avec le droit humain, veulent en finir avec l'état de droit. Et c'est aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde. Et sincèrement, aujourd'hui, pendant des années d'ailleurs, les extrêmes droites européennes n'étaient pas atlantistes. Et ils faisaient plein de critiques aux États-Unis, jusqu'à ce que cette internationale réactionnaire s'installe aux États-Unis. Et aujourd'hui, Trump et leur allié, ils étaient tous les dirigeants de l'extrême droite européenne étaient présents à l'investiture de Trump. C'est incroyable. Il y a une autre question que je souligne dans ce débat sur cette polarisation. Est-ce que c'est devenu aujourd'hui compliqué finalement pour un homme ou une femme politique de connecter vraiment avec les gens ? Est-ce qu'on se sent menacé aujourd'hui comme homme politique par cette polarisation ?
connecter avec les gens, non. Et écoutez, je crois qu'il y a, nous en tout cas, de notre côté, au Rassemblement national, et je pense nos alliés aussi dans le groupe des patriotes européens, connecter avec le peuple, c'est plutôt notre source et le sens de notre combat politique qu'on peut mener. Et donc, et on le voit de toute façon, ce que mon collègue appelle international réactionnaire, nous on l'appelle le réveil des peuples partout en Europe. Et on le voit, ces forces en effet, elles montent. Et pour nous c'est une très bonne chose. Et il faut que cette vague s'accentue. Et à la fois nos alliés qui accèdent au pouvoir, qui se rapprochent du pouvoir ou qui créent des forces politiques qui émergent très rapidement dans le paysage politique européen. Par exemple, nos alliés de Chega au Portugal qui ont fait une percée assez remarquable en quelques années seulement. Mais également, on voit qu'au niveau de la guerre culturelle, du combat culturel, nos idées progressent aussi chez d'autres concurrents politiques, peut-être au sein du PPE, au sein, par exemple, du Parlement européen ou la droite plus classique. Et ces forces-là aussi changent leur logiciel face à la pression aussi de notre progression électorale et à la pression populaire. On parlait de Trump justement. Est-ce que cette polarisation, elle n'est pas liée à cette rhétorique de Trump qui est très manichéenne, c'est-à-dire on parle de la guerre, des ennemis. Est-ce que c'est ça la polarisation quelque part? C'est dans les mots. Tout à fait. Et on est en train d'importer ça en Europe. Et je trouve que c'est même la manière dont on a commencé ce débat sur des sujets importants où il faudrait qu'on ait une capacité de dialoguer. On est tout de suite tombé dans la polarisation, nous aussi, autour de cette table. Je trouve que ça en dit beaucoup. Et moi, je pense que ce manichéisme, cette idée d'opposer les uns aux les autres, pour dire que c'est l'idéologie là ou l'idéologie là, moi, je pense que ce soit au centre ou à gauche ou à droite, il y a une volonté commune qui est de s'attaquer à la question de la migration. Les réponses sont peut-être pas les mêmes. Il y a une volonté commune de poser les questions des enjeux climatiques, de l'enjeu climatique, ou de l'enjeu de souveraineté, ou d'avenir industriel. Donc, je ne pense pas que ce soit possible de caractériser un camp ou l'autre comme étant dans le déni. Mais ce que je pense, en revanche, c'est important de noter dans ce débat, c'est l'incapacité désormais de conduire la discussion dans des termes, dans des paroles et dans une manière qui peut conduire et produire du consensus. Et c'est pour ça que moi j'ai cité le nom de Musk. Parce que moi je pense qu'il y a une transformation structurelle que nous sommes en train de vivre, qui est l'usage des algorithmes dans la création de notre espace d'information et la formation des opinions. Les algorithmes poussent les opinions les plus extrêmes. Quand vous allez sur un plateau, vous savez que vous avez une possibilité de lâcher une ou deux phrases qui doivent atteindre certaines viralités et être repris par les algorithmes et se développer sur les réseaux. Et donc, c'est ça la logique qui domine. Moi, je pense que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a un enjeu commun de lutter contre ce que vous avez dit, ce que représentent aujourd'hui des grands intérêts financiers, la big tech, Mais votre exemple est très significatif. Je vais interpeller mon collègue sur cette question des GAFAM. Oui. Vous êtes pour ou contre la réglementation des GAFAM? Vous êtes pour ou contre que l'Union européenne taxe les GAFAM? Pour. Très bien. En effet, et je pense que je rejoignais également ce constat. Est-ce que notre idéal du débat démocratique, c'est ce qui peut se passer sur Twitter? Donc vous nous garantissez ici qu'au Parlement européen, comme dans les parlements nationaux, quand ce sujet-là sera sur la table de taxer, de réglementer les GAFAM, vous voterez pour. Vous ça pourra faire l'objet d'une autre... Vous parlez au nom de votre famille politique. À chaque fois que la question sera posée aux Européens, au sein du Parlement européen, dans les États membres, vos familles politiques seront pour. Si je peux répondre? Oui. Oui, mais je préférerais que ce sujet, c'est pas le sujet de cette émission. Le sujet, c'est justement cette polarisation-là et justement le fait que vous disiez finalement, il y a une différence entre être tranché et d'avoir des visions différentes et polarisé. Qui est beaucoup vu par, justement, aujourd'hui, qui est défini par la rhétorique. Est-ce qu'il n'y a pas un effort à faire quand on voit Trump parler d'ennemis et tout, justement, de guerre, de se mettre les uns contre les autres? C'est ça le problème aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un effort à faire là-dessus? Alors, je vous réponds, et je réponds
promis en 20 secondes à M. Satouri. En effet, nous sommes favorables à ce type d'initiative. Et d'ailleurs, quand il y a eu les questions cet été sur la façon de répondre à Donald Trump, parce que contrairement à ce que vous pouvez dire, nous ne sommes certainement pas les vassaux de l'Amérique de Trump. Au contraire, on a été... J'ai pas utilisé le terme, c'est vous qui l'avez utilisé. Voilà, on comprend où vous vouliez en venir. Et peut-être qu'il y a des rapprochements idéologiques qui peut-être des fois des vérités qui blessent. Mais dans la guerre commerciale, au contraire, on a été très critique de la façon dont l'Union européenne a répondu et on disait qu'il y avait un certain nombre de leviers et de rapports de force qu'on pouvait utiliser, et en effet la taxe, la régulation sur les grands acteurs numériques américains. Pour vous répondre sur la question de la polarisation et du débat, alors j'ai oublié simplement le sens de votre question. Aujourd'hui, on met les uns contre les autres, on parle de fascisme, et vous parlez des problèmes du centre, c'est un ventre mou, et le consensus et tout ça. Oui. Aujourd'hui, c'est un problème de rhétorique. Donc il y a aussi... Non, mais excuse-moi, mais c'est pas qu'un problème de rhétorique, je suis désolé. Enfin, il y a des différences de fond très fortes entre ce que vous pouvez représenter à l'extrême droite et ce que moi je peux représenter comme écologiste. Ne vous attendez pas non plus à réclamer, vous mettez les termes que vous voulez, à réclamer qu'il y ait une possibilité de synthèse avec des gens dont on ne partage pas du tout le projet de société. Mais avoir des différences claires, c'est ça en démocratie. Ça permet de débattre et ça permet à nos concitoyens de choisir. Mais je pense que la polarisation culturelle contre les démocraties, de ce qui nous vient des États-Unis, mais ce qui nous vient aussi de la Russie, c'est un phénomène nouveau, dangereux et fort. Non déduisez pas du coup que c'est la faute aux politiques parce que l'extrême droite et la gauche n'arrivent pas à trouver des compromis ensemble. On a des projets de société complètement divergents. Je pense que mon collègue peut partager cela. Et c'est pas anormal que chacun veuille porter son projet avec l'arbitrage des électrices et des électeurs. Justement, on parle des États-Unis et on parlait dans l'introduction justement des funérailles de Charlie Kirk. Les députés des Patriotes pour l'Europe, votre groupe, ont donc demandé une minute de silence en mémoire de Charlie Kirk, mais beaucoup ont refusé, comme la députée française libérale Nathalie Loiseau. Elle a déclaré à la radio française que Charlie Kirk est une victime, mais pas un héros européen. Est-ce que vous êtes d'accord justement, Mounir, avec Nathalie Loiseau ? Bon, d'abord, elle n'était pas la seule à le dire. Et si elle était la seule à le dire et la seule à s'y opposer, la minute de silence aurait eu lieu. Donc il y avait une majorité de députés qui se sont opposés à cette minute de silence. Ça n'enlève rien au crime atroce et à l'assassinat. Et évidemment, je condamne toutes les formes de violence. De là à faire de ce monsieur un héros des valeurs européennes, de la démocratie, du débat pacifique, je veux dire qu'il ne faut pas exagérer. Et donc oui, la question s'est posée. Les groupes d'extrême droite ont demandé cette minute de silence. Il y a eu une majorité qui a décidé que cette minute de silence n'était pas appropriée. Est-ce que ça a été exagéré pour vous, Pierre-Romain ? Je reviens vers vous justement, d'en faire un héros. Est-ce qu'il fallait en faire un héros ? Parce que je tiens à dire que Kirk n'était pas forcément si connu que ça il y a encore quelques semaines. Écoutez, comment se sont déroulées les choses ? Il n'y a certainement pas eu une volonté d'héroïsation de Charlie Kirk et on n'a certainement pas demandé à l'ensemble de l'hémicycle de partager. Mais si le groupe ESN aujourd'hui, on a fait le lauréat pour le prix Sakharov, le prix des défenseurs des droits humains. C'est différent. Évidemment qu'il y a une volonté de faire a effectivement nommé dans la liste Sakharov Charlie Kirk comme étant... Non, pas notre groupe. On a proposé Golem Sansal, l'écrivain franco-algérien. C'est les groupes de la droite oui, mais ça c'est autre chose. Faut pas là, il y a en effet le soutien qui peut être plus idéologique à c'est un groupe avec lequel vous partagez plein de positions et plein de votes au sein de l'hémicycle. Quelle était notre démarche ? Il ne s'agissait pas de s'exprimer sur le fond. Il s'agissait, je pense que ça a choqué énormément de monde. Et d'ailleurs, au-delà, on a pu le voir aux États-Unis. Justement, la polarisation n'a pas eu lieu sur ce sujet. Des gens comme Bernie Sanders, des démocrates, ont rendu aussi hommage et dit qu'il fallait certainement pas que le débat démocratique prenne des allures de règlement de compte, d'assassinat. Et c'est ce qu'on voulait faire exprimer au sein de l'hémicycle, qui était de dire que le débat démocratique ne doit pas prendre des formes violentes et certainement pas s'en prendre à la vie des opposants politiques. C'est pas vrai. Georg, on vous a pas assez entendu. Il y a quelques semaines, une élue démocrate a été assassinée devant chez elle avec son mari. Ça n'a même pas fait l'objet d'un tweet de votre part. Écoutez, arrêtez. Il y avait eu un hommage au sein de l'hémicycle. Je me serais levé sans aucun problème pour lui rendre hommage. C'est votre héros idéologique. Georg, votre... Je trouve que c'est un très bon exemple de comment les guerres ou le combat culturel, c'est le terme que vous avez utilisé, participent à nous diviser et nous empêchent de répondre aux vrais problèmes. Je pense que les citoyens, ils ont des vraies inquiétudes, que ce soit lié à la migration ou au climat ou à une fragilité sociale. Et je pense que c'est ces problèmes-là qu'ils souhaitent avant tout
que les gens, les personnes qui ont des responsabilités politiques adressent en ce moment. Charlie Kirk, je pense qu'on est dans une situation, heureusement en Europe, où personne ne défend ou excuse le meurtre d'une personne qui disait ce qu'il pensait. Et c'est son droit. C'était le message. Après, en même temps, Charlie Kirk, c'était, je dis gentiment, c'était un provocateur, c'était un acteur de la division et de la désunion américaine. C'est vous qui diabolisez, qui polarisez. Non, je diabolise pas. Tout simplement dire que c'était quelqu'un qui avait des opinions politiques que vous ne partagez pas aux États-Unis. Pourquoi vouloir non, faire un provocateur et un diviseur? Moi, je ne fais pas de la politique, mais en observateur et en citoyen, ce que je dis, ce que je pense, ce que j'observais, ce que je vois en Charlie Kirk et ce que j'ai lu de ses déclarations, c'était que son agenda, c'était de diviser la société américaine. Et je pense que c'est... Vous voyez le glissement dans lequel on est. C'est tout l'inverse. La provocation, l'appel à la haine est devenu liberté d'expression. L'ingérence étrangère est devenue liberté de la presse. Enfin, sincèrement, on est dans une volonté de la part, je le redis encore une fois, et c'est pas personnel, de cette internationale réactionnaire, d'inverser les valeurs, de prendre un certain nombre de principes démocratiques et de les retourner contre la démocratie. Et oui, vous avez raison. Mais l'inversion de valeurs... Nous vivons une véritable guerre de civilisation qui a pour objectif de tuer la démocratie, de tuer le pluralisme et de tuer les libertés. Je pense que les États-Unis... Moi, je fais partie de ceux qui vont résister. Georg, est-ce qu'il n'y a pas aussi des différences d'appréhension sur la liberté d'expression qui sont fondamentales entre l'Union européenne et les États-Unis? On a une façon de voir la liberté d'expression très différente. On le voit bien. Mais moi, je partage, pour le coup, assez largement cette idée de l'inversion des valeurs. Vous parlez de liberté d'expression, ce qu'ils appellent le free speech aux États-Unis. Donc, le free speech aux États-Unis, c'est le droit, selon eux, qu'on peut dire tout ce qu'on veut à n'importe quel moment. Ça a été développé et conçu, permettez-moi de terminer, conçu et développé et poussé par les grandes plateformes aujourd'hui, en un droit pour les hommes les plus riches du monde de promouvoir exactement ce qu'ils veulent, même si c'est faux. C'est sur ce point, sur cette difficulté de la polarisation justement en Europe, que nous pouvons clore cette discussion. Merci beaucoup à notre panel d'avoir été avec nous. Ne bougez pas, car après une courte pause, nous reviendrons sur le déplacement de responsables européens à New York cette semaine, sans objectif climatique clair ni contraignant en poche. À tout de suite. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos 3 invités ici présents. Eh bien, cette semaine, tous les regards étaient tournés vers New York, où les dirigeants venus du monde entier se sont réunis pour discuter des grands enjeux de notre époque. Et parmi eux, le changement climatique. Alors que les scientifiques avertissent que cet été a été le plus chaud jamais enregistré en Europe, l'enjeu ne pourrait pas être plus crucial à l'approche de la COP30 prévue en novembre au Brésil. Les observateurs du climat de l'UE étaient donc furieux que l'Union n'ait pas réussi à s'entendre sur des objectifs précis pour 2035 et qu'elle n'ait présenté à New York qu'une simple déclaration d'intention. Pour une première réaction, nous avons interrogé Colin Roche de l'ONG Friends of the Earth. On l'écoute. Il est à la fois significatif et embarrassant que l'Union européenne ne se présente pas à New York avec un objectif climatique clair pour 2035. Le reste du monde exige que l'Union européenne, en tant que l'un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde, fasse preuve de leadership. Ce que l'UE doit faire maintenant, c'est avant tout revoir ses ambitions à la hausse. Elle doit également combler les lacunes dans ses nouvelles propositions pour 2040. Enfin, elle doit commencer à agir réellement sur le terrain pour que les citoyens européens puissent faire face à des problèmes tels que la précarité énergétique, veiller à ce que nous investissions dans la transition climatique pour tous, et pas seulement pour les riches, et le faire à un rythme suffisant pour éviter les pires effets des catastrophes climatiques qui touchent déjà les citoyens européens à travers tout le continent. Alors Mounir, justement, la neutralité carbone en 2050, la réduction de 55% des gaz à effet de serre en 2030, ça n'est pas remis en question. Mais à quel point est-ce grave que les 27 ne soient pas parvenus à un accord pour 2035 et 2040 ? C'est une catastrophe. Et ça a été dit, vous l'avez dit, année après année, on bat des records de chaleur, les inondations, les feux de forêt. Ça coûte des milliards et des milliards à nos économies. Et jusque-là, l'Union européenne était leader, était moteur de cet engagement international.
Et on est dans un paradoxe terrible. La Cour internationale de justice vient d'émettre un avis consultatif qui pointe la responsabilité des États dans les réchauffements climatiques et qui, quelque part, les incite, les oblige à prendre des mesures concrètes. Et l'ambiance politique au sein de l'Union européenne fait qu'on a abandonné cet objectif. Et l'extrême droite en Europe n'y est pas par hasard. Il nous a manqué quelque chose de fondamental quand on a fait le Green Deal. On a fait, contrairement au New Deal, on avait fait l'objectif de faire le green, mais il n'y avait pas les moyens financiers, il n'y avait pas le deal, il n'y avait pas la capacité d'investissement pour accompagner sa transition. Par exemple, pour isoler le logement, pour que nos concitoyens paient moins de charges, pour financer la mutation du parc automobile, pour financer l'isolation thermique des logements, etc., etc. Et au lieu de profiter de ce mandat pour apporter les moyens à ce Green Deal, pour que la transition écologique puisse se faire sans que ce soit au détriment des plus vulnérables, et pour nous apporter une valeur ajoutée compétitive à nos entreprises, ils sont en train de détricoter. Moi, je ne veux pas relativiser les enjeux climatiques et les conséquences que les changements climatiques, le bouleversement climatique vont avoir pour notre société. Par contre, je ne partage pas, et ça, on rejoint un peu là notre première discussion, l'usage de paroles aussi fortes. Je pense que l'Europe est sur une trajectoire qui reste claire en matière des engagements climatiques. D'une certaine manière, c'est sain d'avoir un débat aussi sur ces sujets à un moment où on est confronté à des enjeux existentiels dans plusieurs domaines. La sécurité, la compétitivité, l'industrie, la cohérence, la cohésion de nos sociétés. Donc moi, je pense qu'il n'y a aucun doute que le climat doit rester un des combats essentiels et les champs d'action essentiels au niveau européen. Mais soyons aussi lucides pour dire que c'est pas la trajectoire actuelle qui est affichée à l'ONU qui tire une balle dans le pied d'un engagement mondial pour le climat. C'est bien d'autres choses et bien d'autres choses plus graves qu'on voit se développer chez d'autres acteurs, que ce soit les États-Unis ou la Chine. Pierre Romain, est-ce que vous êtes justement, j'imagine, pas tout à fait d'accord avec ce qui est dit. En tout cas, on a entendu Trump dans son discours à l'ONU attaquer les politiques climatiques, les énergies renouvelables, déclarant que les éoliennes étaient pathétiques et qualifiant l'empreinte carbone d'imposture. Est-ce que finalement tous ces délais qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'ils servent à quelque chose? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, écoutez, est-ce qu'il y a un dérèglement climatique aujourd'hui? Oui, bien sûr. Est-ce que ces effets se font déjà sentir ici en Europe et pour nos agriculteurs, pour les populations européennes? Bien sûr également. Est-ce que son origine est principalement liée à l'activité humaine? Également. Donc, là-dessus, je ne rejoindrai pas évidemment les propos, les déclarations de Donald Trump. En revanche, est-ce que les objectifs fixés sont réalistes et est-ce qu'on peut les atteindre sans danger pour notre puissance, notre souveraineté et notre rapport dans les rapports de force mondiaux? Non. Et ce que je crains, c'est que... Mais du coup, vous en tirez quoi comme conclusion? Laissez-moi terminer. Ce que je crains, c'est que ces objectifs qui se sont fixés se traduisent par le suicide de l'Europe, au point de vue notamment de ses filières industrielles, et c'est déjà ce qu'on observe depuis un certain nombre d'années. On peut être les plus vertueux, et il y a des choses à faire, et il y a certains objectifs que nous partageons intégralement. En revanche, je pense que le rythme qui est choisi pour nos sociétés, pour nos filières industrielles, est trop important aujourd'hui et fait de manière avec des blocages, des normes et des réglementations trop importantes qui vont tuer nos filières industrielles, tuer notre compétitivité. Mais on fait comment on y arrive? Et nous faire... Et on va se faire inonder par le marché chinois qui aujourd'hui ne trouve plus de débouchés aux États-Unis et en fait se traduire par le suicide de notre souveraineté et de notre puissance. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce que vous appelez le détricotage ou cette révision des programmes qui avaient été mis en place par l'Union européenne, c'est une bonne chose dans le sens, il faut mieux mettre le focus sur une plus grande compétitivité de nos industries, de notre économie européenne et tout en respectant en effet un certain nombre de critères environnementaux. Comment vous faites si on ne change rien, si on n'a pas d'objectif? Si on ne fait pas la transition écologique de notre économie, ces objectifs aujourd'hui, on fait comment? Les objectifs aujourd'hui, ils nous demandent de réduire de moitié nos émissions en 10 ans. Est-ce que c'est réel? Donc vous ne voulez pas les réduire? Bien sûr, on peut les réduire, mais pas à ce rythme-là, qui se traduira, je vous le dis, parce qu'on n'aura pas le temps d'engager les mutations nécessaires sans se faire envahir par notamment la surproduction chinoise. C'est déjà ce qui se passe aujourd'hui Donc face à la difficulté, au lieu de réclamer des moyens supplémentaires, d'aller chercher des ressources nouvelles pour réindustrialiser l'Union européenne, vous préférez repousser les chances tout en disant qu'il y a un véritable risque avec le réchauffement climatique. Oui. Donc on va continuer à payer des milliards tous les ans après les incendies, après les feux de forêt. On va continuer à dépenser
et subir le réchauffement climatique que de transformer cela. Mais votre rythme de transition, il se traduit par notre submersion par la production industrielle chinoise. C'est déjà ce que vos logiques... Non, moi je suis pour la taxe carbone aux frontières, vous savez, et depuis 2019. Oui, nous aussi, je suis pour la taxe carbone et je suis pour la réindustrialisation de l'Europe. Alors, pas de souci aujourd'hui, avec ça se traduit par l'inverse, le courant qu'on a... Parce qu'on n'a pas mis les moyens. Vous vous trompez de diagnostic. Okay, pour vous, le problème, c'était le Green Deal. Vous avez deux visions. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas les moyens pour faire cette transition. Pierre Romain, je vois deux visions différentes sur aussi ce rythme de transition dont vous parlez, sur ces délais. C'est sur ce point que nous pouvons conclure cette discussion. Merci beaucoup à nos invités d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Euronews. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos trois invités ici présents. Pierre Romain Thionnet, eurodéputé pour le groupe des Patriotes, Georg Rikles du think tank European Policy Center et Mounir Satouri, eurodéputé du groupe des Verts. Alors l'un des faits marquants cette semaine, c'est évidemment la reconnaissance d'un État palestinien par la France, le Royaume-Uni et bien d'autres. Cette décision a mis le gouvernement israélien en fureur, mais ce qui nous a intéressés, nous, c'est le boycott culturel d'Israël en Europe et notamment la menace de plusieurs pays européens de se retirer du concours Eurovision si Israël n'en est pas exclu. Alors justement, petite question un peu générale, Pierre Romain, Mounir, Georg aussi, l'Irlande, la Slovénie, les Pays-Bas et l'Espagne ont fait la même annonce. Comment est-ce que vous percevez cette initiative, ce boycott d'Israël pour l'Eurovision, Mounir ? Sincèrement, moi, mon vrai sujet, c'est comment on fait pour arrêter le génocide et pour faire en sorte que l'aide alimentaire rentre à Gaza et pour éviter la famine. Enfin, c'est ça les vrais sujets, en vérité. Je suis désolé, mais c'est quand même ça le plus important. Et donc... oui, mais est-ce que ça veut dire qu'on crée un boycott du coup? Non, mais moi je vois très bien ce que ce débat arrive, parce que là on parle de faut-il boycotter l'artiste ou le sportif, etc. Non, oui, mais quelle est votre réponse? L'urgence pour les Européens, c'est de remettre en cause l'accord d'association, d'exiger que l'aide alimentaire arrête de pourrir à la frontière et puisse arriver pour que les femmes, les enfants et les personnes malades puissent avoir à manger. Et après, oui, la question de la participation au sport, c'est des choses symboliques. Et puis, sincèrement, je suis désolé pour les Jeux Olympiques. Pour les Jeux Olympiques, on a elles ont un poids. Oui, mais pour les Jeux Olympiques, on a exigé que les sportifs russes, s'ils voulaient concourir, de le faire sous bannière blanche. Pourquoi on ne le ferait pas? Pourquoi est-ce que ça serait différent parce que c'est Israël? Mais encore une fois, l'urgence, c'est d'arrêter de livrer des armes, de participer à ce que des gens meurent, de permettre à ce que l'aide alimentaire rentre, le cessez-le-feu, la libération des otages. C'est ça les sujets sérieux. Alors si on reprend le sujet qui est le nôtre maintenant, justement, Georg, vous, le boycott culturel d'Israël, vous en pensez quoi? Moi, je pense que oui. Je pense que le monde culturel ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe. Je pense qu'en Europe, personne n'excuse le terrorisme, personne n'accepte le Hamas, ça c'est clair. Mais je pense que les actions d'Israël aujourd'hui, le génocide, l'usage de la famine face à un peuple, face à des civils, face à des enfants, des femmes, face à les actions qu'on a vues mener contre les hôpitaux, mettent en jeu toutes nos normes fondamentales. On est dans un monde aujourd'hui qui est en train de passer de la règle et de quelque chose de relativement coopératif à quelque chose où c'est seul l'usage de la force qui compte. Et que ce soit sportif ou acteur du monde culturel, on ne peut pas rester indifférent à cela. Israël devrait être nos frères. Les Israéliens le sont. On a une histoire très douloureuse que nous avons partagée. Mais il est aussi important qu'en tant qu'Européens aujourd'hui, on a la capacité de dire clairement quelles sont les valeurs les plus fondamentales. Et naturellement, ces valeurs s'expliquent. Pierre Romain, est-ce qu'il faut existent aussi dans le sport et dans le monde culturel. Est-ce qu'il faut justement boycotter Israël? Là, on parle vraiment de l'Eurovision, c'est symbolique, mais est-ce qu'il faut? Nous ne sommes pas favorables à ce boycott. Ce ne sont pas les États qui plaident ce boycott, ce sont les sociétés qui participent à l'organisation du concours. Oui. Alors après, si certaines sociétés liées à des capitales beaucoup plus critiques de l'action d'Israël veulent envoyer un message politique, ça c'est leur libre choix, mais nous ne sommes pas favorables au boycott de l'artiste israélienne. Écoutez, Israël a participé l'an dernier aussi au concours de l'Eurovision. Ça n'a pas donné lieu particulièrement à une politisation de l'événement et il n'y a pas eu d'éloge
Daesh fait d'une opération militaire en cours, Il y a eu etc. des polémiques quand même. Oui, mais pas liées à l'artiste ni à la prestation de l'artiste. Mais alors, on continue à envoyer des armes ou vous êtes pour l'embargo sur les armes? Non, nous ne sommes pas favorables. Écoutez, vous n'êtes pas favorable à quoi? Non, on parle de l'Eurovision. Donc on continue à envoyer reste des armes. sur l'Eurovision. Oui. Alors attendez. Vous pensez qu'il faut continuer à livrer des armes pour que des civils... le débat, moi je peux vous répondre. Et alors l'aide alimentaire, on exige qu'elle rentre ou elle continue à pourrir? Nous sommes favorables à ce que l'aide alimentaire puisse entrer. D'ailleurs, on fait s'est prononcé en ce sens au Parlement européen. On parle d'Eurovision pour l'instant. On reste sur ce sujet, s'il vous plaît. Georg, justement, l'Union européenne de radio-télévision UER est aujourd'hui dans une position délicate puisque c'est eux qui vont faire la diffusion de l'Eurovision. Mais justement, elle devrait faire quoi? Mais je pense que face à des situations telles que celle-ci, qu'on soit une organisation privée ou qu'on soit un gouvernement, la responsabilité, c'est de prendre position. Et d'être capable de prendre position. Et je pense que Camus, qui est dans ses écrits, a de belles paroles pour décrire cette lâcheté qui peut s'installer dans nos pratiques communes et qui peuvent excuser la non-prise de décision par rapport à des actes intolérables. Et je trouve que pour l'Union européenne de radio-téléphonie, ça s'appelle l'UER. C'est certainement un débat qu'il faut prendre. Je pense qu'il faut être très clair. Il faut être très clair. Alors vous parliez, Mounir, justement d'un peu deux poids deux mesures. C'est ce qu'on faisait en Russie. On a boycotté les Russes, mais Israël, c'est plus compliqué. J'ai l'impression, Pierre Romain. Écoutez, je pense qu'il faut pas, à mon avis. Est-ce qu'on boycotte les Russes et les Israéliens aussi? La situation n'est pas la même. Donc cette équivalence, pour moi, ne fonctionne pas lorsqu'on fait ci. Est-ce qu'on peut mettre sur le même plan l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le conflit en cours entre Israël et le Hamas? Je crois qu'on ne peut pas faire cette équivalence, puisque est-ce qu'il y a eu une attaque terroriste massive organisée par l'Ukraine à l'encontre de la Russie? On a tous condamné l'attaque terroriste. Donc, arrêtez avec cet argument, on a tous laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous savez, c'est quoi la différence? C'est que l'extrême droite européenne soutient l'extrême droite israélienne. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a été une invasion planifiée et délibérée de Vladimir Poutine à l'encontre de l'Ukraine. Est-ce que la situation est la même dans la séquence militaire qui est en cours au Moyen-Orient? Non. Est-ce que les origines du conflit précèdent 2023, le 7 octobre 2023? Bien sûr, il y a des questions beaucoup plus compliquées. Il faut combien de morts? Il faut combien de morts pour que ça cesse? La séquence militaire actuelle, il vous faut combien de morts pour changer d'avis? Qui vont avec. Mais dites-moi un chiffre. Attendez, Mounir. Suivent l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023 qui a engagé une réponse militaire. Donc c'est pour ça que on a compris. Il faut combien de morts de Palestiniens? Combien de Palestiniens doivent être tués pour qu'on les arrête? Entre les décisions qui ont été prises à l'égard de la Russie et ce qui se passe avec Israël. Pour moi, ce n'est pas à mettre sur le Donc il faut les traiter différemment. Donc vous étiez d'accord pour un boycott russe, mais pas celui d'Israël. Voilà. Le deux poids, deux mesures. Il faut combien de morts palestiniens? On n'est pas d'accord sur l'analyse initiale. Palestinienne pour vous, ça doit cesser? Je n'encourage à aucun mort palestinien. Okay. Alors vous savez quoi? Vous savez c'est quoi la vraie différence pour moi? C'est que l'extrême droite européenne que vous incarnez soutient l'extrême droite israélienne. Bien sûr que non. Je le dis aux libéraux, à la droite européenne, si vous êtes opposé à l'extrême droite européenne, arrêtez de soutenir l'extrême droite israélienne. La vraie Alors différence, sur ces notes, je vois que le climat, le boycott d'Israël, tout ça, c'est très polarisant sur ce plateau. Merci en tout cas de nous avoir rejoints et merci à tous ceux qui nous regardent de chez eux. Si vous voulez continuer la conversation sur le sujet de votre choix, n'hésitez pas à nous écrire à bruxellesjet'aime@euronews.com ou à nous contacter via les réseaux sociaux. À la semaine prochaine.